Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture du mois d'août. Il s'agit donc à nouveau de lecture de vacances, celle plutôt de ma semaine en Andorre et de mon retour ensuite sur Paris. Je vais donc vous présenter tout ça. Tout d'abord, je vous parlerai de ma lecture audio de La vraie vie par Adeline Dieudonné. Ensuite, je vous parlerai du Fleuve de la liberté par Martha Conway. Après ça, ce sera au tour des Révoltés de Bohême, la suite donc des Seigneurs de Bohême par Estelle Faye. Puis je vous parlerai de Je n'ai pas trahi par Frédéric Couderc aux éditions Pocket Jeunesse. Après ça, je terminerai du côté des romans avec Aux portes de la mémoire par Félicia Yap. Et je vous parlerai d'une petite lecture graphique, à savoir le tome 3 de The Wicked plus The Divine par Gillian McKelvey, Wilson et Coles, entre autres. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec La vraie vie par Adeline Dieudonné que j'ai donc écouté en format audio, en sachant que le format audio est lu par Adeline Dieudonné elle-même. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, c'est une lecture dont j'avais beaucoup entendu parler et qui me faisait très envie. On m'avait bien prévenu que c'était une lecture assez dérangeante, avec une ambiance malsaine, et effectivement c'est complètement ça. En fait, pour ce qui est de l'histoire, on est sur une histoire racontée à la première personne, du point de vue d'une enfant au tout début. C'est une enfant qui grandit dans sa famille avec son père, sa mère et son petit frère Gilles. Ils habitent dans un lotissement où en gros toutes les maisons se ressemblent un petit peu et qui borde une sorte de forêt avec derrière une déchetterie de voitures, enfin un truc, une ambiance quand même un petit peu particulière déjà. Et en fait, dans la famille qu'on suit, le père est relativement violent, il est surtout violent envers la mère, du point de vue physique, et puis verbalement envers également sa fille. Le père en fait possède une pièce qui lui est propre et qui est une sorte de pièce avec ses trésors et dans lequel il y a notamment pas mal d'animaux empaillés ou des massacres, des trucs comme ça, enfin des choses liées à la chasse puisqu'il aime cet univers de la chasse et qu'il en fait partie. C'est quand même une ambiance très particulière. Et on a donc l'histoire de cette fille qui grandit là-dedans, avec toute l'ambiance un peu bizarre dans sa famille, mais on va dire que tout va à peu près bien, jusqu'au jour où elle va aller commander une glace, elle demande de la chantilly dessus, c'est un petit peu le sorte de deal qu'ils ont avec le glacier, où en gros, elle demande de la chantilly, il lui met de la chantilly, et puis ils disent rien au père, puisque normalement elle n'est pas censée en demander, sauf que quand elle va demander au vendeur, au glacier, de lui mettre la chantilly, et ben la bonbonne de chantilly va exploser, et va exploser du coup à la figure du glacier et va le tuer. Cet événement va avoir une très très forte incidence sur la psychologie du petit frère qui a assisté à cette scène et qui va ensuite ne plus jamais être le même. Il a toujours un petit peu les yeux dans le vide, il est assez détaché de tout ce qui se passe, il ne sourit plus, il n'est plus un petit enfant joyeux, il ne veut plus jouer avec sa sœur et petit à petit en grandissant il commence également à développer des pulsions et des comportements assez étranges. Donc nous on suit tout ça du point de vue de la narratrice qui est une enfant au début du récit et ce que j'ai énormément apprécié c'est le fait qu'on voit comment est-ce que cet enfant va réagir en fait à tout ce qui se passe autour d'elle, comment elle va mettre en place en fait des mécanismes d'enfant pour se protéger et également pour essayer de résoudre les problèmes. Ce sont des mécanismes qui forcément ne peuvent pas marcher puisque voilà, ce sont des choses qu'elle se dit dans sa tête. Elle se dit notamment que, voilà, qu'il faut qu'elle réussisse à remonter en fait dans le passé pour changer les choses, pour que cet incident ne soit jamais arrivé. Enfin voilà, tout ça va se mettre en place chez elle. Je ne veux pas trop vous en dire plus que ça du côté du résumé, puisqu'en fait c'est un résumé qui est assez... le livre a un résumé qui est également assez flou et du coup voilà, je ne veux pas vous en dire beaucoup, mais en tout cas on sent vraiment toute l'ambiance malsaine qui va se mettre en place petit à petit. L'héroïne va grandir, sur la fin du récit elle est grande adolescente si je dis pas de bêtises, enfin voilà, donc ça se passe quand même sur pas mal d'années et on va voir tous les mécanismes qu'elle met en place, comment est-ce qu'elle essaye de sauver entre guillemets son frère, comment elle fait face à la situation familiale, comment elle fait face également au reste de ce qu'il y a autour. Enfin voilà, c'était très, très particulier, assez malsain et malaisant également. C'est extrêmement bien vu par Adeline Dieudonné, je trouve que c'est vraiment une lecture qui rend tout à fait... qui rend l'œuvre très intéressante, qui la rend en plus... d'autant plus bizarre que l'héroïne n'a pas de prénom, enfin bref, c'est assez étrange. J'ai vraiment bien apprécié, c'est vrai que j'avais déjà lu un autre livre qui était lu par son auteur et pour le coup ça n'avait pas du tout été une réussite puisque clairement
ce monsieur-là ne savait pas spécialement bien lire et du coup n'avait pas du tout rendu service à son livre, il l'avait rendu finalement assez ennuyeux. C'est absolument pas le cas ici. Adeline Dieudonné a très très bien lu le livre et voilà, ça l'a rendu hyper intéressant. Je le lisais pendant qu'on faisait des randonnées en Andorre. On faisait des randonnées à peu près 2 heures, donc je l'ai écouté en 2 fois et franchement c'était super bien. J'ai beaucoup aimé, je vous recommande grandement. Je comprends pourquoi ce livre a fait autant de bruit l'année dernière au moment de la rentrée littéraire. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été une chouette découverte. Je lui ai mis la note de 17 sur 20 et vraiment, je vous recommande si vous avez envie de lire un truc un petit peu bizarre, dans une ambiance bizarre. C'est un roman qui est très court, je crois qu'il doit faire à peu près 200 pages en livre papier. Il est sorti l'année dernière, donc il devrait... Ouais, 270 pages. Il devrait peut-être sortir assez prochainement en poche. En tout cas, voilà, une lecture que je vous recommande. Après ça, j'ai lu Le fleuve de la liberté par Martha Conway, c'est publié aux éditions du Livre de Poche. C'est un récit qui me tentait puisqu'il se passe en 1838 et qu'en fait ça se passe sur un fleuve qui est à la frontière entre les États du Sud et les États du Nord aux États-Unis, et donc les États qui sont encore esclavagistes et ceux qui ne le sont plus, et que ça parle du coup forcément de tout ça, et j'étais curieuse de voir comment le thème allait être traité. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on suit l'histoire de May, qui est une jeune femme au début du récit qui en fait voyage avec sa cousine sur un bateau, et leur bateau il va y avoir un accident sur le bateau et en fait elle va perdre de vue sa cousine, et sa cousine va être récupérée par une dame, et en fait voilà, la cousine va finalement partir avec la dame et va laisser un peu May en plan. May va se faire embaucher par un bateau théâtre puisqu'en fait elle était la costumière et l'assistante un peu de sa cousine qui se produisait sur scène, et du coup elle va se faire embaucher sur le bateau théâtre pour continuer en fait ce rôle-là, d'autant plus que le bateau théâtre a perdu un de ses membres principaux sur le fameux accident de bateau. Donc voilà, du coup elle va s'embarquer là-dedans, et on suit vraiment à travers elle tout l'univers du théâtre, des costumes, le théâtre itinérant sur le fleuve, comment ils passent d'une ville à l'autre, comment ils vont monter un nouveau théâtre, toute l'ambiance avec les différents membres de l'équipe, enfin les différents acteurs, les équipes techniques, etc. J'ai beaucoup aimé tout ça. Après c'est vrai que pour le côté en fait autour de l'esclavage et le côté un peu abolitionniste, il arrive finalement assez tard dans le récit, plutôt sur la seconde moitié, et en plus de ça il arrive par un biais assez particulier puisqu'en fait May a une dette envers sa cousine et la femme qui a recueilli sa cousine, et pour éponger sa dette, eh bien, ils vont lui demander de faire passer des esclaves pour les amener vers le chemin de la liberté, en les faisant passer en fait d'un côté à l'autre du fleuve. Et May, en fait, au départ, elle fait pas du tout ça par bonté d'âme, ou parce qu'elle a des... elle fait pas du tout ça par conviction, en fait. Elle fait ça juste parce qu'elle doit éponger une dette. Et même les abolitionnistes sont pas forcément très bien présentés dans le récit. Elle finit par être convaincue de ce qu'elle fait, mais c'est pas du tout quelque chose qui arrive directement. Et du coup, c'est vrai que moi, moi j'aime beaucoup tous les récits autour de la ségrégation et autour de la fin de la période de l'esclavagisme, justement pour les combats de liberté. Et du coup, c'était pas du tout le cas ici, vu que elle fait pas du tout ça par bonté d'âme au début. Donc voilà, du coup, c'était un petit peu particulier, c'est pas trop ce que j'espérais. Après, j'ai bien apprécié tout le côté de théâtre ambulant, etc. Mais c'est vrai que si vous souhaitez lire un livre avec des combats de liberté, des combats pour la liberté à la fin de la période de l'esclavage et le début des idées abolitionnistes, etc., ne lisez pas ce livre, puisque c'est pas ce que vous allez y trouver. Voilà, ça fait effectivement partie du contexte, mais c'est pas du tout présenté sous cet angle-là. Donc voilà, le livre se lit plutôt bien, mais c'est vrai que c'est pas trop ce que j'attendais. J'ai mis la note de 15 sur 20, pourquoi pas le découvrir si ça vous tente, mais en connaissant un peu mieux le résumé que moi, que c'était mon cas. Voilà. Ensuite, j'ai lu le second tome des Seigneurs de Bohême, donc Les Révoltés de Bohême par Estelle Faye aux éditions Critique. Il s'agit ici de fantasy adulte. Les Seigneurs de Bohême, si vous ne le connaissez pas, comment c'est possible? Bref, non. Les Seigneurs de Bohême est sorti en 2017, il était dans les finalistes du PLIB, j'avais voté pour lui, je l'ai énormément défendu, c'est un livre dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler sur la chaîne. Si vous n'en avez toujours pas entendu parler, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, Les Seigneurs de Bohême, en fait, c'est une histoire dans laquelle on suit 3 personnages principaux, mais on suit en fait un énorme panel de personnages. Et ces 3 personnages vont décider ne vont pas décider justement de renverser un empire, mais vont se retrouver à le renverser.
Ce sont 3 personnages qui sont extrêmement intéressants puisque ce sont des anti-héros complets et ce sont également des personnages qui sont tous queer, enfin qu'on pourrait tous qualifier de queer, qui sont tous en dehors des codes et en dehors des codes sur le point de vue de la sexualité, mais aussi sur le point de vue des pensées, etc. Enfin voilà, ce sont des personnages assez marginaux de la société et qui se retrouvent finalement par leurs actions en fait à renverser un empire alors que c'est absolument pas ce qu'ils avaient voulu. C'est un empire qui est vieux de 1000 ans et qui ne s'attendait absolument pas à voir sa fin sur l'année qui va se passer, mais c'est ce qui va se passer. On suit donc des personnages assez différents. On suivait 3 personnages principaux. Le personnage de Maëve qui est une sorcière des Havres, ce qui fait qu'en fait comme comme plusieurs femmes qui vivent sur les ports, elle peut contrôler des choses par rapport aux marées, à l'océan, etc. C'est mon personnage chouchou de la série, de loin. J'aime énormément le personnage de Maëve. On a ensuite le personnage de Sainte-Étoile qui est un ancien mercenaire qui vit avec une sorte d'entité qui lui a été greffée dans la tête, qui lui parle, ce qui du coup le rend quand même un peu fou. Et c'est un ancien mercenaire, il n'est pas du tout sociable, il n'aime pas les gens, et il va tomber en fait amoureux d'un personnage d'un personnage en gros hermaphrodite, enfin en tout cas qui a des attributs des deux sexes. Et enfin on a le personnage de Wens qui est un jeune homme qui est considéré comme une sorte de martyr, qui est très beau avec de longs cheveux blonds, etc., qui s'est enfui de mines où il a été emprisonné et qui va tomber amoureux d'un mage très puissant et très mauvais. Voilà, en gros. Donc voilà, on a quand même un panel de personnages assez intéressants et très différents les uns des autres. Et donc le roman des Seigneurs de Bohême est terminé et Estelle Faye ne pensait absolument pas écrire une suite. Elle a terminé son roman, voilà, c'était comme ça. Et puis finalement elle avait envie de renouer un petit peu avec cet univers. Et donc on va suivre ici, donc, dans les Rivalités de Bohême, en fait ce qui se passe juste après. Enfin, le récit ici se passe 15 ans après, mais il y a une partie qui est faite sous forme de flashback et il y a une partie qui est en époque actuelle et qui montre en fait ce qui s'est passé ensuite. Après qu'ils ont renversé l'empire, et finalement il reste pas mal de choses à faire. Il faut construire un nouvel empire, savoir qui doit prendre de l'importance, etc. D'autant plus que c'est un univers quand même assez vaste avec des peuples très différents les uns des autres. Et donc en fait on va suivre tout ça. On est ici à nouveau sur un vrai roman choral avec énormément de points de vue différents, plein de personnages différents. On retrouve les 3 fameux dont je vous ai parlé et j'étais ravie de les retrouver, mais on a également d'autres personnages qui entrent en jeu. On a également le personnage de Yulia, qui était présente dans le tome 1 mais qui était une sorte de messagère assez effacée par rapport aux autres personnages et qui ici va vraiment prendre de l'importance, et j'ai beaucoup aimé ce nouveau personnage de Yulia, et j'ai également beaucoup aimé les personnages qui vont graviter autour de Maëve, voilà, que j'aime toujours autant. J'aurais pu avoir les 800 pages que centrées autour de Maëve, j'aurais été ravie, mais voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup cet univers. Donc ici ça fait quand même 730 pages, c'est pas écrit très gros, hein. C'est de la fantasy assez descriptive, enfin il y a quand même beaucoup de... ouais, il y a pas mal de narration. C'est un univers qui est très vaste et qui est exploré dans beaucoup de ses dimensions, donc on a énormément de personnages différents. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué pour moi de resituer tous les personnages qu'on connaissait plus tous les nouveaux, mais ça donne vraiment un point de vue complet et c'est pour ça vraiment un roman choral avec tout le côté en même temps révolutionnaire, les personnages toujours un peu marginaux, enfin voilà, j'aime énormément le travail d'Estelle Faye, elle écrit absolument super bien. J'ai lu quasiment tout ce qu'elle a écrit, maintenant il me manque juste son premier roman. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est vrai que Les Seigneurs de Bohême c'est son roman qui est peut-être le moins accessible, qui est le plus travaillé également au niveau de l'écriture, et des personnages, et de l'Empire, etc. Enfin bref, c'est le roman le plus abouti mais également peut-être le moins accessible par rapport à ce qui est Un éclat de givre ou La Voix des oracles qui sont plus accessibles et que j'ai adoré aussi. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Pour moi c'était un tome qui certes n'était pas indispensable mais qui est absolument génial et que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Je lui ai mis la note de 18 sur 20, ça confirme complètement pour moi le talent d'Estelle Faye, même si je n'avais pas besoin de cette confirmation, que j'étais déjà convaincue. Mais voilà, c'est vrai que j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper bien fait, que c'était intelligent, enfin voilà, je vous recommande. Je vois pas quoi vous dire de plus, je vous recommande. Il est assez gros, c'est vrai, je crois que je l'ai lu en 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça, parce que j'étais vraiment prise dedans. Et j'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour tous les personnages qu'on suit, mais voilà.
donc je vous recommande très vivement. Et puis donc voilà, Estelle Faye par contre a dit que c'était la fin, qu'après les révoltés de Bohème il n'y en aurait plus, et je suis presque triste parce que finalement moi je serais bien retournée dans l'univers, surtout si on suit encore Maëve, voilà. Mais je vous recommande du coup très très vivement. Ensuite, j'ai lu Je n'ai pas trahi par Frédéric Couderc aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous ai parlé d'un autre roman de Frédéric Couderc, un roman plutôt adulte. Ici, on est sur un roman, donc du coup un young adult, vu qu'il est publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce récit, on va parler du destin des Juifs en Corse. C'est un destin qui est... ce sont des choses qui sont assez peu mentionnées puisqu'en fait il est dit un petit peu partout que les Corses ont empêché les déportations, qu'ils ont refusé de livrer les populations juives, qu'au contraire ils en ont accueilli, qu'ils en ont protégé, etc. Mais on va voir que y a quand même certaines choses qui se sont passées et qu'il n'y a quand même pas que des choses positives et qu'il y a également eu des victimes. C'est donc toute l'histoire ici avec Je n'ai pas trahi. Je n'ai pas trahi se déroule sur deux temporalités. On a une temporalité qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale où on va suivre le destin d'une famille juive du point de vue du frère en fait, et on va voir ce qui va se passer pour ses parents, pour sa sœur, etc. Et leur histoire. Et en parallèle de ça, on suit également une histoire contemporaine dans laquelle on va suivre deux adolescents qui sont dans le même lycée et qui vont devoir en fait, pour préparer, je crois, le concours de la résistance, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, le concours national de la résistance, ils doivent en fait écrire autour de sujets et les deux ensemble vont s'intéresser justement au destin des Juifs en Corse à travers deux points de vue différents, et ils vont voir également comment tout ça est lié en fait à leur époque actuelle et aux mafias qu'il existe encore en Corse, aux anciennes familles, le rôle un peu mauvais qu'elles avaient eu pendant la Seconde Guerre mondiale et comment elles ont encore la main mise sur certaines choses. C'est un récit dans lequel il va également y avoir des éléments qui vont se passer en fait dans l'époque actuelle. Il y a une personne qui va se faire enlever, enfin bref, voilà, il y a des choses. Les deux ensemble, les deux adolescents ensemble vont être témoins également d'un règlement de compte. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui vont se dérouler, on va voir un peu comment tout se connecte. En fait, j'ai vraiment bien apprécié les deux temporalités, mais j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas assez équilibrées. En fait, il y a à chaque fois un chapitre à la temporalité passée pour 4 ou 5 chapitres à la temporalité présente. Et vu que les deux étaient très intéressantes, et j'aurais aimé voir vraiment plus un équilibre entre les deux. J'aurais aimé que l'histoire soit un peu plus creusée du point de vue du passé. Même si j'ai également beaucoup aimé celle du présent. Finalement, je me suis beaucoup attachée aux deux personnages adolescents. C'est vrai qu'ils... Voilà, ils sont des adolescents, mais j'ai vraiment bien accroché à eux deux, et j'ai vraiment bien accroché à l'histoire de manière générale, à la volonté à nouveau de montrer ce qui s'est passé, enfin de montrer des faits passés qui ne sont pas forcément très connus, comme c'était le cas en fait avec Aucune pierre ne brise la nuit, dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture. Je trouve que de ce côté-là, j'aime vraiment bien ce que fait Frédéric Couderc, qui serait que du coup je suis assez curieuse de le découvrir dans d'autres récits. Mais voilà, en tout cas j'ai bien apprécié, même si c'est vrai que j'aurais aimé un autre équilibre. J'ai quand même mis la note de 17/20, donc ça a quand même été une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Aux portes de la mémoire par Félicia Yap. C'est publié aux éditions HarperCollins Poche, et celui-ci je l'ai reçu en service presse. D'ailleurs j'ai également reçu le premier, donc Le fleuve de la liberté était également un service presse, et Je n'ai pas trahi, j'ai oublié de le dire juste avant, je l'ai reçu de la part du site lecteur.com, voilà, dans le cadre d'une chronique à venir du coup sur le site. Donc pour ce qui est de Aux portes de la mémoire, c'est aussi un service presse. C'est un récit dans lequel, enfin c'est un thriller mêlé d'un petit peu de SF. En gros, ça se passe plus ou moins dans notre monde, enfin aux États-Unis, mais ou en Angleterre. Non, en Angleterre, c'est ça, je crois. Plus ou moins dans notre monde, si ce n'est que en fait le monde est composé de monos et de duos. Les monos ne se souviennent que de la journée précédente, enfin de la journée précédente, alors que les duos se souviennent des 48 heures, enfin des 2 jours précédents. C'est pas vraiment 48 heures, c'est plutôt les 2 jours précédents. Du coup, la société est en fait divisée entre les monos et les duos. Forcément, les duos ont de meilleurs postes, sont mieux considérés, etc. Les mariages entre monos et duos ne sont pas très bien vus. Enfin voilà, donc il y a un peu tout ça qui se mêle. Mais sinon, en dehors de ça, ça se passe, on va dire, dans un équivalent de l'Angleterre classique. On va suivre en fait l'histoire de Claire Evans et de son mari. Son mari est auteur, il est duo. Claire Evans est une mono, donc forcément déjà, voilà, ils sont pas dans ce qui se fait de manière traditionnelle. Son mari, je sais plus comment il s'appelle, son mari, il est pressenti pour devenir un politicien, etc. Il est en pleine campagne. Et on suit également un enquêteur et une femme.
En fait, l'enquêteur de police va venir chez les Evans et va annoncer en fait à Claire que a priori, il y a une femme qui a été tuée et qu'a priori c'était la maîtresse de son mari et du coup forcément les deux sont suspectés et on va suivre également l'enquêteur comment il essaie de mener tout ça et on a également le point de vue donc de Sophia, la fameuse femme qui a été assassinée. On suit un petit peu tout ça, sauf que du coup forcément tout est un peu compliqué par le fait que ce sont des monos et des duos donc ils n'ont pas de souvenirs du passé. En plus, tout semble connecté justement avec une histoire qui remonte à assez longtemps, à la période à l'époque du mariage en fait entre Claire et Marc, je crois. Voilà, on suit un petit peu tout ça. Malheureusement, même s'il y avait de bonnes surprises au niveau du récit qu'il a su se renouveler, etc., j'ai pas du tout été embarquée dedans. C'est un récit qui m'a globalement ennuyée, que j'ai mis assez longtemps à lire. Et voilà, j'ai pas réussi vraiment à entrer dedans, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas attachants. C'est, je pense, pour ça aussi que j'ai eu du mal. Bien qu'il y ait 4 narrations différentes, en fait, je me suis attachée vraiment à aucun des 4. Il y avait des éléments qui m'intéressaient un petit peu dans chacun d'entre eux, mais pas assez pour me faire vraiment, pour me donner tout le temps envie de continuer. J'ai fini le récit, mais c'est vrai que ça m'a pas vraiment convaincue, comme vous pouvez donc vous en douter. Donc voilà, j'ai trouvé que l'idée était vraiment intéressante, en plus avec les monos et les duos, ce qu'ils en font, etc., mais pas assez. Voilà, ça l'a pas vraiment fait avec moi, j'ai mis la note de 13 sur 20. J'ai vu de très très bons avis passer sur ce roman, mais ça l'a pas trop fait avec moi. Et du coup, pour terminer, je vais donc vous parler du tome 3 de The Wicked plus de Divine. Donc le tome 3 qui s'appelle Suicide commercial, c'est aux éditions Glénat Comics. The Wicked plus The Divine est une série actuellement en 9 tomes. La traduction s'était un petit peu stoppée en français puisque le tome 4 est sorti il y a plus d'1 an maintenant et le tome 5 n'était pas trop annoncé, ni rien du tout, et finalement il va donc sortir le mois prochain, donc au début du mois de septembre. Du coup forcément je suis ravie de voir que je vais pouvoir continuer cette série. Et du coup j'espère que ça suivra au niveau des traductions. J'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes et du coup forcément j'avais très hâte de lire celui-ci. Pour l'histoire de The Wicked plus The Divine, en fait on suit une histoire dans laquelle tous les 90 ans ou presque, il y a 12 dieux qui se réincarnent dans le corps de jeunes adultes voilà, chacun d'entre eux a des caractéristiques particulières et en fait du coup ils deviennent des divinités, ils sont complètement adulés par tout le monde, enfin c'est plus que des célébrités, c'est un grade au-dessus, enfin vraiment ils sont considérés comme étant des dieux et comme étant en même temps des superstars, enfin c'est un mélange entre tout, c'est un peu particulier, c'est assez ancré dans la pop culture, il y a certains personnages font beaucoup référence en fait à des stars qu'on peut connaître. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Et en fait, le truc c'est que tous ces dieux sont donc présents sur Terre, sont adulés, etc. Mais ne sont présents que pour 2 ans. Et au bout de 2 ans, tous meurent. Et après, 90 ans après, il y a à nouveau une réincarnation, un cycle, etc. Au début du premier tome, il y avait déjà pas mal de dieux établis, mais il restait encore pas mal de place. Donc en plus, forcément, il y a des gens, plein de jeunes adultes espèrent qu'ils vont faire partie de ce panthéon. Enfin voilà, tout ça est un peu particulier. Mais voilà, c'est un univers quand même très spécial. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. On suit notamment un personnage principal qui n'est pas une divinité, qui espère forcément le devenir comme tous les autres, et qui va se mettre en fait à côtoyer les divinités. Sauf que certaines divinités vont mourir avant la date des 2 ans. Et du coup après il y a une espèce également d'enquête qui se met en place, on suit également une journaliste, enfin bref c'est un truc assez complet qui part dans pas mal de directions, c'est vrai, avec des couleurs très très pop au niveau des graphismes. C'est-à-dire qu'il y a des pages hyper colorées et qui en plus sont dans des trucs un peu spéciaux des fois. Ça c'est la première. Enfin bref, j'avais vraiment bien accroché. Et puis ça parle également de l'impact des réseaux sociaux et notamment dans celui-ci. Malheureusement, comme je pense tous les autres avis en fait, que j'ai vus, ce tome 3 n'est pas du tout à la hauteur des 2 premiers. J'avais vraiment beaucoup apprécié les 2 premiers, j'aurais mis la note de 17 sur 20 à chacun d'entre eux. J'ai quand même mis la note de 15 sur 20 à celui-ci, donc voilà, ça n'a pas été une catastrophe, mais c'est vrai que c'est pas à la hauteur des 2 autres. En fait, si j'ai bien compris, en fait, le dessinateur principal n'était pas présent sur... n'a pas réalisé en fait les dessins de celui-ci. Et déjà sur les premiers tomes, il y avait une très très grande équipe en fait qui bosse dessus. Ils sont plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs, je crois plusieurs coloristes aussi. Enfin bref, c'est une équipe énorme.
et du coup les dessins ne sont pas forcément les mêmes d'un chapitre à l'autre, mais il y avait quand même une uniformité dans les tomes précédents, et c'est beaucoup moins le cas ici. Il y a vraiment certains chapitres qui sont d'un graphisme complètement différent. Alors certes c'est pour raconter le passé d'une divinité, donc du coup ça gêne moins, dans le sens où voilà, du coup on peut se dire que c'est propre à cette divinité là, mais malgré tout je trouvais que du coup ça manquait un peu d'uniformité, et puis c'était moins captivant que les tomes précédents, ça se perd un petit peu plus, et ouais c'est vrai que surtout les changements de dessin m'ont un peu paumé aussi. Donc voilà, j'espère que les tomes suivants se rapprocheront plus des 2 premiers tomes. De ce que j'ai vu, le 4e tome est quand même très bien noté, donc à mon avis ce sera le cas. Et j'espère ensuite que ça continuera plutôt sur cette lignée-là. Malgré tout, ça reste une série que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très intéressante et assez innovatrice. Après, c'est vrai que je lis pas beaucoup de comics et c'est pas forcément un truc que je connais très bien, mais en tout cas, c'est un cycle que j'aime vraiment bien. C'est pas forcément très connu et je trouve ça dommage. Voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces romans. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!